Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre d'économie de classe de terminale technologique, l'intervention de l'État. On est dans le thème 6, comment l'État peut-il intervenir dans l'économie? Vous le savez, les 5 premiers thèmes ont été réalisés en classe de première. Au sommaire, 3 grandes séances. Une première séance sur quelles sont les fonctions de l'État. Une deuxième séance, comment l'État finance-t-il son intervention? Et une troisième séance sur la place de l'État en tant qu'employeur. On parlera de la distinction État-gendarme et État-providence, de l'interventionnisme et du libéralisme, des entreprises publiques, semi-publiques, privées, des dépenses publiques et de la dette publique, et enfin les monopoles publics. On verra 3 grandes capacités, expliquer les différences entre État-gendarme et État-providence, envisager le degré de participation de l'État à l'économie et distinguer déficit public et dette publique. On commence donc par la première séance, quelles sont les fonctions de l'État? Commençons par un peu de théorie économique. Il existe globalement 2 grandes idées au niveau de la place de l'État. L'État gendarme, souhaité par les économistes libéraux, qui souhaitent une intervention minimale de l'État, et l'État-providence, souhaité lui par les économistes interventionnistes, qu'on appelle aussi keynésiens, du nom de l'économiste John Maynard Keynes, qui est un petit peu le précurseur. Où l'État, ici, intervient beaucoup. On va commencer ici par l'étude de l'État gendarme. C'est la conception classique. Alors entendez par classique libérale, pas classique dans le sens normal. Quand on dit conception classique, c'est la conception libérale. C'était une conception de l'État qui était plutôt en vogue jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ici, c'est ce qu'on appelle l'État gendarme, qui doit se concentrer sur ces 3 fonctions principales, qui sont les fonctions régaliennes. La sécurité intérieure, la sécurité extérieure et la justice. Donc ici, vous voyez, la place de l'État est vraiment minimale. Les libéraux considèrent que l'État empêche l'économie d'aller bien et son intervention démotive les gens à cause des taxes, de mauvaise gestion, qui prend beaucoup de place, etc. Ça, c'est la conception libérale. On a ensuite la conception interventionniste, celle de l'État-providence. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de notre protection sociale, on est entré dans une conception appelée État-providence, dans laquelle l'État, en plus de ses fonctions régaliennes, s'implique dans d'autres domaines, comme par exemple le marché du travail, la sécurité sociale ou la fiscalité redistributive. On a toujours, évidemment, les fonctions régaliennes, mais on a d'autres fonctions qui viennent s'ajouter. Globalement, les fonctions de l'État actuel, on peut les résumer ainsi, en 3 fonctions. Une fonction d'allocation des ressources, donc on donne des ressources. Donc production de biens et de services publics qui permettent de corriger les défaillances du marché, c'est tout ce qu'on verra dans le chapitre 2. La redistribution avec la correction des inégalités de revenus, c'est ce qu'on verra dans le chapitre 4. Et enfin la fonction de stabilisation, faire en sorte d'avoir une croissance stable, de lutter contre le chômage, mettre en place des politiques économiques, ça, ce sera le chapitre 3. Vous comprenez donc que les 3 prochains chapitres seront en fait indirectement l'étude des 3 grandes fonctions de l'État. Et ce premier chapitre d'économie est en fait un chapitre introductif à l'intervention de l'État. On peut parler un petit peu des divergences de points de vue. Imaginons que nous sommes à l'Assemblée nationale. À gauche, on va plutôt avoir des personnes qui sont pour l'intervention de l'État, pour l'égalité. Du côté de la droite, c'est plutôt du libéralisme. Eux, ils sont plus pour laisser un peu plus de place au marché pour permettre plus de liberté. Au fond, les libéraux refusent l'intervention de l'État car ils considèrent que le marché doit être libre et que l'État bloque les mécanismes économiques naturels. Par contre, pour les interventionnistes, eux, ils veulent l'intervention de l'État car ils considèrent que le marché n'est pas suffisant et possède des imperfections. Pour pouvoir déterminer à quel point un État intervient, on peut utiliser un indicateur, c'est l'importance des prélèvements obligatoires. Passons un petit peu aux formes de participation de l'État dans les entreprises. Vu que l'État intervient dans l'économie, il participe aux différentes entreprises. Les entreprises habituellement sont détenues par des personnes physiques, voire d'autres entreprises, qui possèdent donc une partie de leurs actions. Les actions, des parts sociales, c'est la même chose. Parfois, l'État, lui, il fait de même et il achète des actions d'entreprise pour en devenir partiellement propriétaire. Eh bien, selon le niveau de participation de l'État, on va avoir un nom différent pour qualifier ces entreprises. Quand l'État ne possède pas une seule action et que ce sont uniquement des personnes privées, donc des personnes physiques ou des entreprises,
qui en possèdent, on dit que ce sont des entreprises privées. Lorsque l'État possède des parts dans ces entreprises mais ne possède pas la majorité, on dit que ce sont des entreprises semi-publiques. On a par exemple Orange, Renault, Thales, etc. Par contre, quand l'État possède une part majoritaire, l'entreprise devient une entreprise publique. Là-dessus, on a EDF, les aéroports de Paris, la Poste, la SNCF, etc. Ça, ce sont les trois grands types d'entreprises selon le degré de participation de l'État. Au sein des entreprises semi-publiques, on peut encore faire une petite distinction. On a les sociétés à capitaux partiellement publics et les sociétés d'économie mixte. Pour essayer de simplifier, une société à capitaux partiellement publics, en fait, c'est la plupart des entreprises semi-publiques. L'État, il est simplement actionnaire, il veut avoir des dividendes tous les ans et c'est tout. Par contre, quand l'État considère que cette entreprise qu'elle possède partiellement sert la fonction publique, sert l'intérêt général, eh bien on appelle ça une société d'économie mixte parce que l'État et les personnes privées qui la possèdent sont partenaires. Donc c'est une société d'économie mixte parce que le public et le privé travaillent ensemble, main dans la main, pour que cette entreprise puisse bien servir l'intérêt général. Passons maintenant à la distinction entre privatisation et nationalisation. Qu'est-ce que c'est qu'une nationalisation? C'est la prise de contrôle directe par l'État d'une entreprise lorsqu'il détient plus de 50% de son capital. Donc l'État donne de l'argent aux personnes physiques, aux personnes privées, et prend le contrôle d'une entreprise. C'est une nationalisation. À l'inverse, une privatisation, c'est la perte de contrôle direct d'une entreprise au profit du secteur privé. Donc l'État vend les actions qu'il possède de cette entreprise au secteur privé. C'est ce qu'on appelle une privatisation. Le secteur public a connu des nationalisations et des privatisations en fonction des alternances politiques. Depuis 1995, globalement, on a eu un mouvement continu de privatisation après les nationalisations qu'il y a eu en 1982 au début du mandat de François Mitterrand. Passons maintenant à la deuxième séance, comment l'État finance-t-il son intervention? Pour commencer, on va parler du concept de prélèvement obligatoire. Qu'est-ce que c'est les prélèvements obligatoires? Ce sont tous les versements, donc les impôts, les taxes, les cotisations sociales, qui sont effectués par des personnes physiques ou morales au profit des administrations publiques. Ces prélèvements obligatoires, on va les retrouver dans les recettes budgétaires de ces administrations. Impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, cotisations sociales, impôts sur le patrimoine, etc. On peut déterminer notre taux de prélèvement obligatoire en faisant montant des prélèvements obligatoires divisé par PIB fois 100. Ce taux permet de déterminer le niveau d'intervention de l'État. Ce taux en France, il est passé de 30% en 1960 à 44,5% en 2020. Il est aujourd'hui le plus élevé des pays développés, notamment du fait du poids des cotisations sociales. C'est notre sécurité sociale qui a le plus gros poids dans les prélèvements obligatoires. Et ces prélèvements obligatoires forment une bonne partie des recettes du budget de l'État. Donc maintenant qu'on a vu les recettes, on va pouvoir passer aux dépenses, les dépenses publiques. On avait vu d'un côté les recettes budgétaires, on va voir maintenant les dépenses. Tout simplement, c'est tout ce que l'État dépense. En fait, il y a deux définitions pour les dépenses publiques. Une définition très stricte qui englobe juste les dépenses de l'État. On a aussi une définition plus large qui prend les dépenses de l'État, mais aussi les dépenses des collectivités locales et les dépenses de la sécurité sociale. Maintenant qu'on a parlé des recettes, donc des prélèvements obligatoires, et des dépenses, les dépenses de l'État, on va pouvoir parler du déficit public. On a donc dans le budget de l'État, donc des administrations publiques, d'un côté les dépenses, de l'autre côté les recettes. Lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses, il y a un excédent, mais lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, c'est un déficit. C'est le déficit public. Il correspond au solde négatif annuel des budgets de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. En 2018, ce déficit public était de 59 milliards d'euros. En 2020, à cause de la crise du Covid-19, il est monté à 210 milliards d'euros. Ce déficit public, par contre, il va falloir le financer. Et c'est la raison pour laquelle on va emprunter. C'est ça la distinction entre le déficit public et la dette publique. Tout déficit public devant être financé, l'État a pour habitude d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers. On a donc comme définition de la dette publique
vous la voyez ici, c'est l'accumulation des déficits qui se sont fait financer par des emprunts contractés par l'État. Donc chaque année, à chaque déficit public, pour pouvoir le compenser, on va s'endetter, l'État va s'endetter encore une fois, et quand on va empiler tous ces emprunts l'un après l'autre, on obtient la dette publique. Très important, vous devez être capable de distinguer la notion de déficit public, qui est juste la différence entre les recettes et les dépenses, différence négative, quand les dépenses sont supérieures aux recettes, et la dette publique, c'est tout ce que l'État doit en argent. La dette publique en 2018, elle était de 2315 milliards d'euros. Vous vous en doutez, avec la crise du Covid, ça a changé. En 2020, on est passé à 2650 milliards d'euros. La dette publique, par contre, elle peut aussi être un instrument de politique budgétaire. On réétudiera évidemment la politique budgétaire dans le chapitre 3, mais regardez un petit peu le fonctionnement. L'État s'endette. Vu que l'État s'endette, la dette publique augmente. Vu que la dette publique augmente, les intérêts qu'on doit payer sur cette dette, il faut savoir que ces intérêts, c'est une charge budgétaire très importante. En 2020, on était à 30 milliards d'euros annuels d'intérêts à payer pour cette dette publique. Vu que les intérêts à payer augmentent, globalement les dépenses publiques augmentent. Vu que les dépenses publiques augmentent, notre déficit va avoir plutôt tendance à se creuser. Et donc, on va encore devoir s'endetter. Et on rentre dans une spirale d'endettement. Et vous vous en doutez, le Covid n'a absolument rien arrangé à tout ça. Voilà un petit peu la distinction entre déficit public et dette publique. Dernière séance qui va être assez rapide. Quelle est la place de l'État en tant qu'employeur? Il faut savoir pour commencer que l'État est un employeur et il gère des monopoles publics, comme la SNCF ou la RATP. Dans la fonction publique, on a à peu près 5,5 millions d'agents et on ajoute aussi les 800 000 salariés des entreprises publiques. Ça fait donc un certain nombre de personnes qui travaillent pour l'État. Dans les transports ferroviaires ou la distribution de certaines sources d'énergie, comme le gaz ou l'électricité, l'ampleur des infrastructures nécessaires avant même toute production implique qu'on ne peut tirer le meilleur parti qu'à partir d'un volume de production considérable. On arrive donc à ce qu'on appelle un monopole, qui cette fois-ci est public, vu qu'il s'agit d'un service public. Mais vous comprenez un petit peu l'idée, il y a certaines entreprises, donc SNCF ou RATP, mais il y en a bien d'autres, où la nécessité d'investir des sommes énormes avant de commencer à produire est tellement forte que personne ne peut venir à côté et dire bonjour, je vais venir en concurrence, moi aussi je vais faire voyager des trains par exemple. C'est pour ça qu'on a un monopole ici qui va se mettre en place, un monopole naturel. Et vu que c'est un monopole sur un service public, on appelle ça un monopole public. C'est juste ça la raison. Un monopole public, c'est un monopole sur un service public, c'est tout. Mais certaines analyses économiques montrent les limites du rôle de l'État dans l'économie, car il n'y a pas de concurrence. Et cette concurrence, c'est la seule qui peut faire progresser la productivité, la baisse des prix et inciter à l'innovation. Par exemple, on connaît un petit peu les prix des trajets SNCF. Donc, que fait l'État? Vu qu'il y a un monopole de la SNCF et que donc globalement elle fait ce qu'elle veut, l'État, pour pouvoir faire baisser les prix, il va ouvrir à la concurrence. C'est pour ça que depuis quelque temps, on assiste à une ouverture à la concurrence des monopoles publics. Le principe, c'est simplement de privatiser uniquement les services et non les infrastructures qui constituent des monopoles naturels. L'exemple toujours avec la SNCF, il faut savoir que la SNCF c'est le service public, mais les rails de chemin de fer qu'on a partout en France, les infrastructures, ils appartiennent à l'entreprise Réseau Ferré de France. Réseau Ferré de France va toujours rester un monopole public. Il va continuer d'appartenir à l'État. C'est uniquement le service public, le transport de voyageurs, qui va être mis en concurrence européenne. Pour les services, on pratique donc la déréglementation qui consiste en la suppression des règles qui encadraient la production de ces services pour favoriser le marché et l'offre privée, donc pour favoriser la concurrence. Il y a quand même des autorités de régulation qui assurent l'intervention de l'État. Là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de l'ARCEP. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée d'organiser la fourniture d'un service public et de veiller au respect de la concurrence.
Voilà pour ce premier chapitre, un petit peu lourd, je vous l'accorde, sur l'intervention de l'État. Vous aviez bien compris que c'est un chapitre qui va servir d'introduction à tout ce qui touche à l'intervention de l'État. Dans le chapitre 2, on verra les défaillances du marché, donc on parlera un petit peu de la fonction d'allocation des ressources de l'État. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bonnes révisions et à la prochaine.